C'est un grand plaisir encore aujourd'hui d'accueillir Serge Tisseron qui a fait le déplacement éclair entre Paris et Lyon juste pour venir faire la présentation ici aujourd'hui donc, et nous permettre de discuter des robots avec lui. Donc je lui cède la parole et à tout à l'heure. Bien, bonjour, merci de cette invitation. Alors, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent autour des bouleversements impliqués par le numérique, dans la relation au savoir, aux apprentissages, les liens intergénérationnels, la construction de la sociabilité, l'établissement d'identité, le rapport à l'intimité. Voilà, donc il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour de beaucoup d'éléments bouleversé par le numérique, mais vous n'êtes pas non plus sans savoir que la pointe avancée du numérique aujourd'hui, c'est la robotique, et que la logique en même temps du numérique, c'est la robotique. Donc même si vous avez l'impression d'arriver à grand-peine à prendre pied dans les bouleversements numériques actuels, sachez que vous n'êtes qu'au début de vos peines, parce que les bouleversements robotiques, les bouleversements de la rovolution, comme on l'appelle, vont être bien plus importants encore. Dans le domaine professionnel, par exemple, l'évolution du numérique a bouleversé le rapport au temps du travail. On travaille quand on veut, à l'espace du travail, on travaille de là où on veut, le rapport au commandement. Plus personne n'est censé détenir le savoir complet sur aucun domaine dans l'entreprise, mais la rovolution, comme on l'appelle, va apporter beaucoup d'autres bouleversements, comme on va le voir dans la relation de l'être humain aux machines, notamment à travers ce qu'on appelle l'empathie artificielle, possibilité pour une machine de comprendre, entre guillemets, nos émotions, de nous répondre avec des gestes, des attitudes et des simulations d'émotions. Grand bouleversement évidemment dans le rapport à l'intimité, puisque la capture de nos données personnelles par les ordinateurs et nos smartphones n'est rien à côté de ce que va être la capture de nos données personnelles par les ordinateurs. Vous savez peut-être quand même que Google en 2011 a vendu nos données personnelles pour 50 milliards, et c'était en 2011, donc chaque année ça augmente beaucoup. Enfin les chiffres, on ne les a pas chaque année non plus, voilà. Mais enfin c'est quand même beaucoup d'argent, le détournement des données personnelles. Donc les robots seront évidemment mis à contribution et très efficacement, on verra. Et puis évidemment, la rovolution va entraîner beaucoup de bouleversements dans la relation à nos semblables, puisque quand on aura affaire à des robots capables d'être très gentils et très compréhensifs, on risque peut-être d'être un peu plus circonspect par rapport à des gens qui semblent ne pas nous comprendre ou ne pas nous aimer comme on l'attendrait. Voilà. Donc beaucoup de bouleversements, vous voyez, et moi, alors beaucoup de bouleversements économiques, vous savez aussi bien sûr la question des emplois, vous avez dû voir le rapport de l'université d'Oxford, 47% des emplois supprimés aux États-Unis dans les années qui viennent, 42% en France, bizarrement, on ne sait pas pourquoi, il y en a moins, 2 sur 5 remplacés dans le meilleur des cas. Donc beaucoup de métiers menacés, et très peu de connaissances aujourd'hui des métiers qui pourront être créés. Alors des métiers très qualifiés évidemment, mais on ne sait pas trop dans quel domaine. Voilà, donc beaucoup de bouleversements. Donc moi je vais m'en tenir surtout à la définition du robot, à la définition de l'empathie artificielle et à ses conséquences. Et puis je vais aussi vous parler de tous les problèmes éthiques, législatifs et éducatifs sur lesquels nous devrions d'ores et déjà nous pencher pour éviter que dans quelques années nous n'ayons des robots que nous ne voulions pas. Voilà, en d'autres termes, si nous voulons avoir dans quelques années les robots qui correspondent à nos valeurs, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser et pas quand les chaînes de montage auront été mises au point et tourneront à plein régime. Voilà. Bien, donc dernière petite chose, donc je sais que souvent, encore même parmi les plus jeunes d'entre vous, on est habitué à ce qu'il y ait un temps d'intervention de l'orateur et ensuite un temps de discussion, mais ça fait des années que je ne fonctionne plus comme ça, et donc si vous avez des questions, vous les posez quand vous voulez, soit des questions par lesquelles vous demandez des éclaircissements sur certains points que j'évoque, soit même des questions qui n'ont rien à voir avec ce que je dis, parce que là j'ai choisi de vous montrer un PowerPoint, j'aurais pu en choisir un autre sur l'intelligence artificielle, j'aurais pu en choisir un troisième sur les technologies numériques, donc en fait,
aborder les sujets au fur et à mesure que les questions vous viennent, je trouve que c'est plutôt une manière plus réaliste de traiter ce qu'est devenu l'attention aujourd'hui, hein, c'est-à-dire quelque chose de fluide, d'éphémère, d'incertain, qu'il faut constamment relancer. Voilà, vos questions peuvent permettre de relancer vos propres capacités d'attention et les miennes. N'oubliez pas non plus qu'on est passé d'un monde dans lequel la transmission des savoirs est beaucoup moins souvent exclusivement verticale, la transmission des savoirs est également horizontale. Donc je pense que certains d'entre vous, sur des aspects que je peux aborder, ont des choses à dire importantes et n'hésitez pas à les dire et à susciter un débat. Voilà. Donc si tout ça vous va, on commence. Donc si on parle de robot, il faut définir ce qu'est un robot. Alors il y a une définition minimum, hein, c'est tout simplement une machine hein, qui va avoir l'équivalent de nos organes sensoriels. On est obligé de penser les machines, même si on s'en défend sans arrêt, à travers des repères anthropomorphiques. Hein, il faut bien comprendre que notre culture n'a pas de langage pour parler des machines, nous n'avons pas de neutre. Comme la langue anglo-saxonne, nous n'avons que du masculin et du féminin, et en plus, dans notre langage, les intentions et les actions sont souvent désignées par des termes identiques. En d'autres termes, quand on va raconter ce que fait un robot, on va inévitablement être tenté de lui prêter des intentions. Alors pour ceux qui n'ont pas de robot aspirateur, je vous conseille de vous rapprocher de l'un d'entre eux, voilà, un camarade, il y en a un, voilà, d'aller le voir fonctionner, et de vous livrer un petit exercice qui est de raconter à quelqu'un qui n'a pas vu le robot, qu'est-ce que le robot a fait. Voilà, vous regardez le robot fonctionner 10 minutes et puis vous allez voir quelqu'un et je vais te raconter ce que j'ai vu. Et bien vous verrez que vous n'arriverez pas, enfin vous arriverez très difficilement à vous empêcher à parler en termes d'intentionnalité. Vous direz, le robot est allé à droite, il est allé à gauche, puis il a repéré de la poussière, alors il est resté un peu plus longtemps à tourner, et puis il a semblé hésiter, et puis il s'était déchargé, alors il a cherché sa base, voilà, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus vouloir s'en empêcher, hein, mais savoir que, en fait, nous n'avons pas de catégorie pour en parler de façon neutre. On est amené à en parler avec des intentions, avec des projections anthropomorphiques. Ce qu'il faut, c'est être conscient à tout moment qu'on le fait. Donc, vous étonnez pas si je vous présente un robot sur le modèle anthropomorphique. Voilà, c'est une machine qui est capable de recueillir des données, de les interpréter, donc avec un programme varie du plus simple au plus compliqué. Voilà, le robot aspirateur, c'est pas très compliqué. Ça l'est quand même, mais Watson, qui a gagné au Jeopardy, voilà, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, ou Atlas, hein, vous avez vu qu'il patauge dans la neige, évidemment beaucoup plus compliqué. Et donc il a des organes moteurs, c'est très important, une intelligence artificielle n'est pas un robot. Hein, d'ailleurs je viens de vous citer Watson, ce qui est une bêtise, Watson n'est pas un robot, Watson est une intelligence artificielle. Donc pour vous citer un peu les idées, hein, voilà, donc vous avez trois grands, parce que Watson, je ne sais pas si tout le monde sait très bien ici ce que c'est, donc vous avez trois grandes annonces en robotique, hein, si on considère que la victoire de Deep Blue sur Kasparov, c'était quand même dans l'ancien temps, mais récemment, vous avez eu Watson qui a donc gagné au Jeopardy. Donc Watson est un robot très important parce qu'il comprend parfaitement l'anglais et il parle parfaitement l'anglais. Et donc c'est un robot qui peut d'ores et déjà être utilisé pour parler avec des malades. Alors évidemment, si on introduit un malade dans un bureau en lui disant vous allez parler avec Watson et qu'à la place de la chaise il y a une pyramide noire ou un parallélépipède noir comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace, évidemment le patient va prendre peur et va dire je ne veux pas parler à cette horreur. Voilà. Mais si Watson vous parle au téléphone, il n'y a pas de différence. Il parle anglais actuellement, il parle parfaitement anglais, il comprend parfaitement l'anglais. Donc c'est un robot qui va pouvoir être utilisé très vite hein, dans les opérations, dans des conseils au diagnostic et au traitement. Pour le corps médical d'abord, pour les malades ensuite. Donc Watson a gagné au Jeopardy en 2011, et puis récemment, surtout, vous avez Atlas, donc je vous conseille d'aller voir Boston Robotics sur Internet, voilà. Atlas est un robot de Google qui marche dans la neige, et dans la neige, il y a parfois des trous, et c'est très impressionnant de voir que le robot Google continue quand même à marcher et à compenser tous les déséquilibres. Alors qu'il ne peut pas les compenser visuellement, parce que quand il met son pied
sur un sol apparemment lisse, un sol de neige apparemment lisse, il peut y avoir un trou dessous, et donc d'un seul coup, il s'enfonce de 20 cm, mais il se rétablit. Très impressionnant, mais ce n'est pas une correction visuelle, mais une correction qu'on peut dire sensorimotrice. Voilà. Et puis la dernière chose, vous avez le robot qui a gagné au jeu de Go, bien sûr, on pourra en reparler. Formidable prouesse d'intelligence rationnelle, ce qui ne veut pas dire d'intelligence, puisqu'il existe beaucoup de formes d'intelligence humaine, 8, me semble-t-il, au moins. Et donc voilà, le robot qui a gagné au jeu de Go est une formidable performance d'intelligence rationnelle. Ce que souvent les journalistes oublient en disant que c'est une performance de l'intelligence, c'est une performance d'intelligence rationnelle. Voilà, donc vous voyez que dans ce que je vous dis, le caractère anthropomorphe n'est pas nécessaire, mais la possibilité d'avoir un agent d'action sur le monde est quand même nécessaire. Et à partir de là, il va y avoir des choses plus compliquées qui vont pouvoir s'ajouter au robot. Alors l'apparence anthropomorphe, j'en parlerai plus précisément dans quelques minutes. La capacité d'apprentissage, il en est beaucoup question actuellement par rapport au robot qui a gagné au jeu de Go. Il faut savoir que les robots peuvent apprendre par renforcement, c'est le plus simple. Quand ils réussissent quelque chose, eh bien, ils sont récompensés comme un animal ou un enfant dans des stratégies comportementales. Alors on ne lui donne pas un bonbon, on ne lui donne pas une décharge électrique non plus, mais il y a des différentes stratégies de renforcement qui sont imaginées. Et la plus impressionnante, à mon avis, c'est celle qui a été imaginée par Hiroshi Ishiguro à l'Université Polytechnique d'Osaka au Japon. Le renforcement se fait par le sourire. En fait, c'est ce que l'équipe d'Hiroshi Ishiguro appelle la maman du robot. La maman du robot, c'est l'examinateur, c'est le chercheur qui entraîne le robot à certains apprentissages. Et en fait, le renforcement, c'est le sourire. Le robot fait quelque chose, il regarde sa maman, et quand la maman lui fait un grand sourire, le comportement accompli est renforcé. Voilà, si au contraire la maman fait la bouche en bas, le comportement est inhibé. Modèle évidemment élaboré avec des pédiatres qui sont et des pédopsychiatres qui travaillent à l'Université Polytechnique d'Osaka. Donc on peut imaginer beaucoup de modèles de renforcement par imitation, celui-là, et pourquoi est-ce qu'il est exploité par Hiroshi Ishiguro? Parce que c'est l'idée d'installer ces robots chez des personnes âgées qui évidemment ne connaîtront pas le langage de la programmation, qui peut-être seront alités ou dans des fauteuils roulants ou largement handicapés, et donc c'est leur sourire seul qui pourra permettre d'interagir avec le robot à distance. Alors renforcement par imitation, c'est Rodolphe Gelin chez Aldébaran qui dit qu'il rêve de fabriquer un robot qui fabrique des pancakes. Il paraît que c'est assez compliqué de fabriquer des pancakes. Et donc l'idée c'est que vous prenez une grande table, vous mettez au milieu tout ce qu'il faut pour fabriquer des pancakes, et puis vous êtes d'un côté, le robot est en face, et le robot imite tout ce que vous faites. Et l'idée c'est qu'à la fin de la séance, il sache lui-même faire des pancakes parce qu'il a mémorisé chacune des opérations. Et par renforcement, il a évidemment renforcé les opérations qui étaient bien faites. Ainsi, il renverse la farine, le modèle Hiroshi Ishiguro, faites la gueule. Bon, il ne rougit pas, mais enfin, il inhibe ses apprentissages, il fera mieux la prochaine fois. Voilà. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que votre robot peut très bien, votre robot à qui vous n'avez jamais appris à faire des pancakes, peut très bien vous étonner en sachant les faire mieux que vous, alors qu'il n'en a jamais fait, parce que le robot apprendra évidemment aussi par interconnexion permanente. Ça, c'est la grande inconnue. C'est tellement d'ailleurs une inconnue qu'on ne voit jamais ça dans les films de science-fiction, parce que c'est trop terrifiant. Même un film comme Real Humans, qui prétend coller quand même, au moins dans la première moitié de la première série, un film qui prétend coller aux découvertes actuelles sur la robotique, eh bien les robots sont obligés, comme vous savez, de se rencontrer des visus pour échanger des informations et de se parler. Et lorsque une robot veut apprendre l'arabe, elle est obligée de se mettre un câble là derrière la nuque, dans son orifice de communication, et de brancher le câble sur un ordinateur pour avoir accès à Internet. C'est une stupidité absolue. Les robots, mieux encore que votre ordinateur, seront connectés tous en permanence à Internet, dans un Wi-Fi permanent. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui veulent les connecter par Wi-Fi, et il y a ceux qui veulent créer un réseau parallèle, mieux sécurisé et plus simple, et spécialement dédié aux robots. Actuellement, il y a des objets qui sont des robots minimum, qui sont déjà connectés par des réseaux parallèles au Wi-Fi, parce que c'est des réseaux qui nécessitent moins d'informations que le Wi-Fi pour des robots très simples, et donc ils communiquent plus vite, c'est jamais embouteillé. Voilà. Pour des robots plus complexes, on peut imaginer à la fois un réseau dédié,
et également le fait de pouvoir surfer sur Internet pour avoir accès à toutes les informations qui peuvent leur être nécessaires si vous parlez avec eux. Il y a au Japon des hôtels actuellement qui sont entièrement tenus par des robots, sauf pour le fait de faire les lits. Il n'y a pas encore de robots qui peuvent faire les lits. Donc les lits sont faits par du personnel humain, tout le reste est géré par des robots. Dans chaque chambre, il y a un petit robot et les utilisateurs des chambres jouent avec le robot, discutent avec eux. Ces robots sont connectés à Internet et donc par des logiciels de simulation vocale, ils peuvent répondre à toutes les questions que posent les utilisateurs, jouer avec eux aux jeux qui leur font plaisir. Voilà. Et il a été montré que les utilisateurs sont tellement contents avec ces petits robots qu'après ils ne les débranchent pas et ils se mettent en pyjama, ils font leurs affaires nocturnes et le robot continue à filmer, enregistrer. Et les articles que j'ai lus, que vous pouvez trouver sur Internet, se terminent tous par une phrase qui se veut rassurante, mais qui n'est pas absolument. C'est la phrase suivante: et rassurez-vous, tous ces robots sont connectés en permanence à un PC de surveillance. Voilà, c'est comme on voit déjà dans le métro, rassurez-vous, vous êtes filmé. Voilà. Donc alors dernier point, donc après d'apparence anthropomorphe, on va voir après l'importance que ça peut avoir, doué de capacité d'apprentissage. Et alors quelques mots encore sur cette interconnexion permanente, elle pose beaucoup de problèmes. Elle pose beaucoup de problèmes parce que on ne sait pas très bien comment tous les apprentissages par imitation pourraient se diffuser à tous les robots. C'est-à-dire que si un robot apprend à fabriquer des pancakes, tous les robots du même modèle en sont virtuellement capables, s'ils ont tous les ingrédients autour d'eux. Si un robot apprend à fabriquer les bombes, tous les robots sont virtuellement capables de fabriquer des bombes. Donc il y a plusieurs éventualités. Il y a ceux qui pensent qu'il faudrait implémenter des logiciels de moralité dès le moment de la fabrication du robot. Mais là, il y a une levée de bouclier des informaticiens qui disent que c'est pas réaliste parce que les robots ont pour vocation d'avoir des diffusions internationales, alors que les règles de moralité varient beaucoup d'un pays à un autre. Donc ça serait se couper d'un certain nombre de marchés que de vouloir implémenter des logiciels de moralité relatifs à la culture des roboticiens qui fabriquent le robot. Voilà. Par exemple, le robot Roméo, le robot Pepper de chez Aldébaran est parti au Japon, et c'est évidemment pas les mêmes règles qui fonctionnent au Japon et en France. Pepper n'a aucun logiciel de moralité. De toute façon, la plupart des roboticiens refusent l'idée. La deuxième éventualité, c'est un contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'il y aurait des humains, plus probablement des logiciels, qui passeraient au crible tous les apprentissages pour savoir les apprentissages qui seront disponibles à tous les robots et ceux qui seront détruits, voilà, pour ne pas être disponibles, puisqu'il faut bien comprendre que les robots, étant interconnectés, ne gèrent pas les réponses aux informations qu'ils collectent dans leur propre structure. Ils envoient toutes les informations à un serveur distant, c'est le serveur distant qui traite les informations et qui donne aux robots les réponses qu'ils peuvent utiliser. Aucun robot dans l'état actuel des choses n'est capable de gérer, et probablement pour longtemps, n'est capable de gérer toutes les informations dont il dispose. Parce qu'en plus, il y a toute la motricité, le déplacement, il y a tellement déjà de robotique consacrée à son autonomie physique et à ses capacités sensorielles qu'il n'a pas en plus, on n'a pas en plus dans un robot de taille humaine la possibilité de mettre tout le matos qui va permettre de gérer toute l'information. Donc toute l'information est gérée dans le serveur distant et c'est là qu'elle pourrait être mise en extinction s'il y avait un problème. Et puis la troisième éventualité qui m'a paru farfelue mais qui semble-t-il reçoit un avis très favorable de beaucoup de roboticiens, c'est de créer une sorte de Facebook des robots, c'est-à-dire que les robots s'autorégulent entre eux. Donc on en parlera plus, hein, c'est une capacité importante aujourd'hui, c'est les robots en réseau, en communauté. Là on aurait une communauté de robots sur le modèle Facebook. Alors comment ça fonctionnerait? Ben, très simplement, l'idée c'est que tous les parents, c'est qu'une majorité de parents élèvent ses enfants dans le respect des règles sociales de sa culture. Et donc l'idée, c'est que tous les gens ayant un robot chez eux élèveraient probablement leur robot de la même manière dans le respect des règles sociales de leur culture. Il y aurait évidemment quelques propriétaires délinquants qui relèveraient leur robot de manière délinquante, mais ça serait statistiquement minime. Donc du coup, la collectivité de robots pourrait privilégier les apprentissages majoritaires sur les apprentissages minoritaires.
avec quand même l'idée qu'un apprentissage minoritaire peut être un apprentissage exceptionnellement performant, hein, puisque les algorithmes ont toujours une part d'imprévisibilité. Hein. C'est des robots ont la capacité d'apprendre, mais il faut comprendre aussi qu'il y a le caractère imprévisible des algorithmes. Donc un robot pourrait un jour faire des choses qui n'étaient pas prévues, mais qui seraient extraordinairement positives. Donc en fait, la communauté de robots intégrerait aussi le caractère moral ou pas moral, etc. Enfin, tout ça, vous voyez, ça augmente l'ampleur des problèmes imposés par les robots. Le robot, ce n'est pas une machine que j'ai chez moi, avec laquelle j'interagis et tout. Alors, dernière chose, il y a aussi cette idée qui est complémentaire à l'interconnexion des robots et qui ne l'exclut pas, que chaque robot pourrait être doté d'une personnalité propre. Et il y a des roboticiens qui réfléchissent au fait que le jour où vous achetez votre robot, par exemple le 9 mars, vous le branchez à 16h30, et bien pour ce jour-là, à cette heure-là, vous avez une configuration informatique aléatoire qui va se mettre en route, qui va faire que votre robot sera un peu différent, ou peut-être très différent, du robot du même modèle du voisin qu'il a mis en route 1 minute avant, 1 minute après, ou 3 jours avant, ou 3 jours après. Donc pourquoi ? Pour donner l'impression aux gens que leur robot est vraiment à eux, qu'il a vraiment une personnalité. Très vite, en effet, les gens sachant que les robots sont interconnectés seront moyennement excités à l'idée que leur robot soit absolument semblable à celui des autres. Ils auront envie de lui mettre des petits habits particuliers, voilà, normal, avec ou en Fab Lab, ben voilà, de l'habiller comme ils voudront, on en reparlera. Et donc du coup, l'idée que si les robots ont une petite marge aléatoire de personnalité, ça fidélisera beaucoup plus les utilisateurs à leur robot. Donc vous voyez beaucoup de domaines qui sont en plein débat, dont on ne parle pas encore dans la presse, mais qui sont le cœur de beaucoup de débats en robotique. Alors comment on va les considérer, ces fameux robots? Ben alors, c'est le problème que je débat dans mon livre, un jour où mon robot m'aimera, ben peut-être comme des créatures vivantes. Hein. Déjà, Bensoussan propose de leur donner des droits. Alors, l'argument de Bensoussan, c'est de dire, ben, écoutez, M. Tisson, quand même, enfin, pas que pour moi, public, vous allez quand même pas me dire qu'entre un grille-pain et un robot humanoïde, il n'y a pas un monde. Donc, c'est quand même pas des objets comme les autres, c'est des objets qui vont être très différents. Alors moi, je lui réponds, ben oui, c'est vrai, mais enfin, entre un silex taillé et un grille-pain, il y a déjà un monde. Et c'est pas pour ça qu'on a décidé de donner au grille-pain des droits spécifiques par rapport au silex taillé. Et en plus, je lui dis, mais si on donne des droits aux robots d'aujourd'hui, quel droit donnera-t-on aux robots de demain? Il ne faut pas oublier que les robots d'aujourd'hui sont fabriqués avec des briques non biologiques, encore pour les 20 ans qui viennent, c'est-à-dire des métaux rares, du plastique, du métal, mais qu'il y a déjà dans les laboratoires des robots qui fonctionnent avec des cellules de rats d'abord et des cellules humaines ensuite. Hein. Il y a déjà un petit robot qui se déplace dans un labyrinthe et dont le programme est géré par des cellules humaines. C'est en fait le petit robot, il a des capteurs, numériques, il a des moteurs électriques qui entraînent des roulettes, mais la gestion de l'information entre les capteurs visuels numériques et les moteurs électriques qui dirigent les roues, cette interface est constituée de neurones. Donc les neurones ont beau être nourris, enfin ils ont beau être hydratés régulièrement quand même, ils ont une durée de vie de 3 semaines, donc au bout de 3 semaines on les change, mais la petite machine fonctionne très bien. Donc ça pour dire que si on donnait des droits aux robots faits de silicium, de métal et de plastique, très vite on sait plus très bien quel droit il faudrait donner aux robots qui fonctionneront avec des interfaces biologiques, ou même qui pourraient être fabriqués avec des briques biologiques à partir de rien, puisqu'on sait peut-être qu'avec une imprimante 3D, on peut aujourd'hui fabriquer des agrégats de cellules, et j'ai même vu qu'un cœur de rat fabriqué par imprimante 3D s'est mis à battre une fois qu'il a été terminé. Donc il y a des choses assez hallucinantes, voilà, et du coup, donner des droits aux robots, vous voyez, pour moi, je ne suis pas du tout sur ce chemin-là, d'autant plus qu'à mon avis, ce qu'il faudra défendre bec et ongle, c'est les droits des humains par rapport aux robots, ça sera bien plus problématique. Alors, est-ce qu'on va les considérer comme des créatures vivantes bénéficiant de droits et de devoirs? Alors, certains disent qu'il va falloir. Est-ce qu'on va les considérer comme des objets qu'il faut apprendre à débrancher? Ben, à mon avis, c'est tout l'enjeu. N'oubliez pas que les grands films de science-fiction autour de la robotique accordent toujours une grande importance au débranchement. Vous vous souvenez que, bien sûr, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, un grand moment du film, c'est quand il faut débrancher le robot. Dans iRobot, ben, il faut débrancher l'intelligence artificielle. Dans tous les grands films, dans Real Humans, il faut débrancher les robots aussi. Dans tous les grands films de science-fiction, dans Blade Runner, alors
alors on les débranche de manière un peu extrême dans Blade Runner, puisqu'on les flingue, puisqu'on ne peut pas avoir accès à leur programme, ils sont totalement autonomes, donc il n'y a pas d'autre manière de les débrancher que de les faire exploser. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, l'idée de débrancher les robots est centrale en science-fiction, et ça va être un droit qu'il va falloir acquérir, qu'il va falloir défendre, acquérir et défendre. Moi, je milite beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, les robots comme Pepper ont un petit bouton qu'on peut déconnecter, mais en fait, il n'est pas vraiment simple d'accès. En plus, quand on déconnecte Pepper, et si vous en avez un près de vous, faites-le toujours, c'est impressionnant. Il a la tête qui tombe sur la poitrine et il s'effondre sur lui-même comme s'il avait une crise cardiaque. Donc imaginez un Pepper chez une personne âgée, vous lui dites parce que c'est le règlement Normiso, vous dites ben, vous pouvez le débrancher quand vous voulez, c'est votre droit, vous êtes libre. Ben, la personne âgée peut-être un jour va dire tiens je vais essayer de le débrancher, elle ne le débranchera pas 2 fois, hein. C'est sa mort en direct qu'elle me fera. Donc moi je leur dis, mais mettez donc un programme qui soit moins dramatique, du genre bonsoir, tu as décidé de me débrancher, voilà, bonne vie pendant le temps où je serai débranché, puis rebranche-moi quand tu veux. On n'est pas obligé d'hyper-dramatiser comme ça le débranchement. Pas de télécommande pour le débrancher à distance, si vous êtes alité ou si vous êtes en fauteuil roulant. Voilà, donc le débranchement va devenir un enjeu important, et certains informaticiens, d'ailleurs, de manière un peu ironique, nous disent, mais vous savez, bientôt les robots auront un énorme bouton rouge sur la poitrine pour les débrancher, parce que quand vous approcherez d'eux pour les débrancher, ils sauront vous convaincre de ne pas le faire. Je pense qu'ils ont raison, d'ailleurs. Donc le jour où les robots pourraient être... où les informaticiens seraient assurés que les robots seront suffisamment convaincants pour le convaincre de ne pas être débranchés, on pourrait en effet prévoir le gros bouton pour les débrancher. Pourquoi faut-il les laisser brancher? Ben, pour qu'ils capturent nos données personnelles, hein, évidemment, les envoient aux fabricants, etc. Alors, lorsque le robot Pepper a été, lorsque Aldebaran a été racheté par SoftBank, hein, l'équivalent de grosse entreprise de télécom japonaise, le patron de SoftBank a fait une annonce publique et évidemment la question de l'utilisation des données personnelles des usagers a été abordée, et le patron de SoftBank a dit mais ne vous inquiétez pas, aucune donnée personnelle des usagers ne sera stockée dans le cloud. Autrement dit, il s'accorde le droit de les garder toutes et d'en faire ce qu'il en veut. Voilà. Vous savez peut-être qu'il y a eu beaucoup d'agitation dans le milieu parental et éducatif aux États-Unis avant Noël 2015 à cause des poupées Barbie interconnectées. Vous avez peut-être suivi, voilà, je vois que là vous avez suivi. C'était exactement le problème. Hein, voilà, les poupées Barbie interconnectées, ça ne savent pas, c'est des petites poupées Barbie, mais donc robotisées interconnectées. Donc l'enfant peut parler avec elle, donc elle peut répondre. Elle a accès par Internet à Wikipédia enfant. Donc si l'enfant dit qu'est-ce que c'est un volcan, donc la poupée répond. Si l'enfant dit comment fabrique les bébés, la poupée répond écoute, parle-en avec ton papa et ta maman. Voilà. Donc en principe, tout était bien sécurisé. Le problème, c'est que la poupée ne faisait pas que donner des réponses, elle utilisait aussi toutes les questions de l'enfant, les envoyait à un serveur central, et si le papa ou la maman rentrait dans la pièce où était l'enfant en parlant à l'enfant, et bien tout ce que disait le parent était de la même manière filmé et envoyé sur le serveur distant. Donc il faut savoir que Barbie a pris un gros risque. Barbie a voulu essuyer les plâtres en pensant que peut-être ça allait marcher. Mais, et il y avait d'autres fabricants derrière qui étaient prêts à s'engouffrer dans la brèche, hein, si ça marchait. Mais bon, ça n'a pas marché. Ceci dit, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite, parce que le cylindre de Amazon, lui, marche bien. Hein, vous avez vu, le cylindre d'Amazon n'est pas encore commercialisé en France, c'est la taille d'une bouteille, hein, voilà, c'est un cylindre, et vous le mettez sur la table de votre salon, et ce n'est pas destiné aux enfants, mais à la famille, et tout le monde peut poser des questions, discuter avec lui, il répond, et si vous dites, je ne sais pas, par exemple, si vous le laissez brancher qu'à table, l'un des membres de la famille dit la voiture quand même elle est un peu vieille, tout de suite le cylindre Amazon dit mais justement voilà. Non mais ça fait rire, mais il y a des gens qui l'achètent, hein, voilà. Donc, mais alors, vous savez, le rapport à l'intimité est en train de changer complètement, hein, d'ailleurs, et beaucoup de jeunes à qui on dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vos données personnelles et tout, ben, ils disent oui, mais ça fait rien, mon corps est ici, donc je suis ici, et mes données personnelles, c'est un autre monde. Alors, je pense que pour en parler plus, mais je pense que
l'importance du tatouage aujourd'hui est une manière de marquer l'espace dans lequel nos données personnelles ne peuvent pas encore être prélevées, c'est-à-dire notre corps. Ceci dit, il n'y en a plus pour très longtemps avec les nanorobots. Voilà, alors dernière possibilité, on les considérera éventuellement comme alors on pourra les habiller comme on veut, il faut vous représenter votre robot tout à fait comme votre robot de très bientôt, comme votre téléphone mobile, si vous achetez un modèle de base, métallique, voilà, vous pouvez choisir noir ou argenté si vous voulez, mais enfin il y aura beaucoup d'autres choix, avec des applis minimum qui permettent que l'objet fonctionne. À partir de là, deuxième étape, vous allez l'habiller. Donc vous allez dans un magasin spécialisé, là, pour votre téléphone mobile, vous choisissez une petite jaquette, voilà, en cuir, rose, bleu, ce que vous voulez, avec des cloutés si vous voulez. Et les robots, ben, vous allez dans un Fab Lab, et là, ben, on vous l'habille comme vous voulez, on vous le fait ressembler à, je sais pas moi, un elfe, à Aphrodite, à votre patron, à votre grand-mère, à qui vous voulez. Si vous amenez un patron, c'est un peu compliqué, mais votre grand-mère, vous avez pu enregistrer sa voix, vous avez pu scanner son apparence en 3D bientôt, sans problème, voilà. Et donc la Fab Lab travaille toute la nuit, et le lendemain matin, vous avez votre grand-mère. Donc il faut savoir que c'est la rubrique Kurzweil, hein, Kurzweil qui est que vous savez, je sais pas, on ne sait pas très bien comment l'appeler, ce chercheur en chef chez Google autour du transhumanisme. Et Kurzweil est un projet qui m'a beaucoup étonné parce que tous les chercheurs japonais qui travaillent sur la robotique veulent fabriquer un robot qui s'occupera d'eux quand ils seront vieux. Mais le projet de Kurzweil est très différent. Kurzweil veut ressusciter son père. En fait, Kurzweil veut fabriquer un robot dans lequel il puisse implémenter toutes les données qu'il a collectées sur Internet sur son père et faire un robot qui soit comme son père. J'ai vu ça récemment. Donc l'idée, ben, vous voyez, de Kurzweil, mais l'idée, je pense qu'aurait beaucoup de gens, ce qui évidemment, alors pour les psys qu'il y a parmi vous, les psychologues, les psychiatres, poserait énormément de questions sur la gestion du deuil. Vous savez déjà qu'il y a déjà des patrons d'animaux domestiques qui demandent que leur animal domestique soit cloné pour avoir le même si leur animal meurt. Et on peut imaginer des gens qui voudraient, sinon le clone de leur grand-mère, voilà, ça poserait ça des problématiques probablement très graves, mais il vaudrait au moins le clone numérique, le clone robotisé et numérique du parent perdu, et ça très vite, ça posera pas trop de problème de le fabriquer, hein, puisque la plupart des gens sont reconnaissables par quoi? Par leur manière de marcher, par leur manière de parler, leurs intonations, leurs mimiques, leurs habitudes, voilà, et ça c'est facile à reproduire chez un robot. Voilà, donc on ne sait pas très bien comment on les considérera, probablement un peu comme tout ça à la fois, c'est la thèse que je plaide, c'est-à-dire qu'il faudra arriver à développer une gymnastique mentale où on arrivera à considérer ces objets nouveaux d'une façon ou d'une autre selon les circonstances, mais sans jamais se fixer dans un seul point de vue, auquel cas on serait évidemment absolument perdu. Alors vous avez dû entendre parler de la vallée de l'étrange, alors ça saute un peu vite, mais si on parle de la question de l'empathie, dont je vais vous parler après, donc je vais mettre la vallée de l'étrange après, mais bon elle est là. Donc vous savez que Masahiro Mori, dans les années 1960, a travaillé sur le caractère familier ou étrange, Freud aurait dit inquiétante étrangeté, d'objets d'apparence vaguement humanoïde. Et donc, il a tracé ses courbes, dont vous voyez l'objet inerte, l'objet animé, et donc il a montré qu'à l'époque, mais on va voir après que c'est très discuté, mais il a eu le mérite d'anticiper tout le monde, c'est pour ça qu'on le cite toujours, même s'il est contesté, mais il a montré que lorsqu'un objet s'approche d'une apparence humaine, il nous devient de plus en plus proche et de plus en plus familier. C'est-à-dire un enfant, un nounours qui a 2 bras, 2 jambes, un visage, 2 yeux, voilà. Bon, vous lui donnez un cube en bois, ben, il n'aura pas le même attachement à un cube en bois qu'à un nounours, voilà. Mais par contre, si vous lui donnez l'équivalent d'un humain parfaitement imité, il risque de ne pas en vouloir parce que c'est quelque chose qui évoque l'humain, mais de manière trop imparfaite. Et donc du coup, Masahiro Mori, qui a essentiellement travaillé sur l'apparence, est arrivé à l'idée qu'il y avait cette vallée de l'étrangeté. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, une poupée ou un robot d'apparence humaine nous angoisse? C'est lorsque il nous évoque plus un humain possible, mais un revenant, un fantôme, un zombie. C'est-à-dire un humain
amputé de ce qui fait son humanité. C'est-à-dire un peu d'humanité dans l'objet nous le rend plus familier, beaucoup d'humanité dans l'objet nous angoisse parce que c'est toujours un humain amputé. Et donc les derniers, je ne savais pas, il y a une exposition en ce moment à Paris où il y a une interview de Masahiro Mori, un vieux monsieur maintenant, et il dit quelque chose que j'avais jamais entendu, c'est qu'en fait, parce qu'à l'époque, quand il a travaillé là-dessus, il n'y avait pratiquement pas de robots encore, hein, c'était avec des petits objets qui travaillaient ça. Et maintenant, son idée, c'est qu'il faudrait, c'est vachement intéressant, il faudrait que les robots, donc il est oriental, hein, il faudrait que les robots, dans les pays orientaux au moins, ne soient pas à figure humaine, parce que ça pourrait angoisser un certain nombre d'utilisateurs, mais il faudrait quand même qu'ils puissent être plus rassurants qu'une figure partiellement humaine, et donc il prévoit qu'ils seraient fabriqués à l'image du Bouddha. C'est-à-dire, en fait, c'est les statues de Bouddha, hein, qui serait le modèle des robots, le statut de Bouddha ayant évidemment une apparence très rassurante. Voilà. Alors, l'image de Dieu, le robot, l'image de Dieu. Voilà. Donc, enfin, de Dieu, du surhomme, enfin, de l'homme parfait, enfin, de l'homme capable d'anticiper le devenir Dieu de l'homme. C'est une religion sans Dieu. L'homme est appelé à devenir Dieu. Voilà, donc cette vallée de l'étrange, Masahiro Mori, il sert encore un petit peu de repère, mais comme on va voir, elle est beaucoup critiquée, notamment par Hiroshi Ishiguro. Alors, elle est beaucoup critiquée, notamment par le fait qu'en fait, elle ne repose pas vraiment sur une expérimentation rigoureuse, hein, qui correspond aux normes actuelles de la recherche scientifique. Elle repose beaucoup sur du bricolage de Masahiro Mori, et donc aujourd'hui il y a l'idée de faire des recherches beaucoup plus rigoureuses là autour, et il y a un grand programme qui a été lancé par Hiroshi Ishiguro, qui lui fabrique, comme on va le voir, des robots très ressemblant aux humains, le plus possible ressemblant aux humains, et Hiroshi Ishiguro a fait installer pas mal de robots dans des lieux publics, hein, au Japon, justement avec des caméras cachées partout, pour étudier les réactions des personnes par rapport à ces robots totalement humanoïdes. Il en a fait installer notamment dans les supermarchés, mais des fois il en fait installer aussi dans les cafés pour voir comment le public qui vient s'asseoir sur les tables à côté gère cette présence d'un robot humanoïde qui lit son journal ou qui boit son café. Donc des robots humanoïdes qui sont animés en permanence de tout ce qui manquait à l'époque de Masahiro Mori, c'est-à-dire qu'ils sont animés de tous ces petits mouvements très petits, permanents chez l'être humain, des petits tics, le fait de mouiller sa cornée en battant des yeux, le fait de bouger un peu, le fait de bouger ses cheveux, voilà. Cette espèce de mouvement permanent qui caractérise l'humain par rapport à la machine. Un mouvement permanent qui ne sert à rien d'autre qu'à simuler l'humain, dans les programmes de Hiroshi Ishiguro. Hiroshi Ishiguro, c'est intéressant, il mène des recherches qui ne rencontrerait l'agrément d'aucun comité d'éthique en Europe, et notamment, il est très fier, je suis allé dans son labo au Japon, alors il est très fier de montrer ça. Alors donc un jour, donc il avait mis au point son géminoïde, donc le géminoïde d'Hiroshi Ishiguro, vous allez le voir, voilà, non, c'est la prochaine, là, ça c'est son géminoïde. Donc un jour il a il a fabriqué son géminoïde dans son laboratoire, et un jour il a installé son géminoïde dans le salon chez lui, là où sa fille passe quand elle rentre de l'école. Sa fille a 5-6 ans, et donc son but c'était de voir comment sa fille allait se comporter avec le géminoïde. Donc il a mis des caméras partout, et donc on voit la fille qui s'approche du géminoïde, qui essaye de lui parler, le géminoïde le regarde, voilà. Donc il a montré que c'était beaucoup plus angoissant pour sa fille que pour les copains de sa fille. Voilà. Donc il a fait ça. Mais au Japon, il y a un roboticien qui me disait qu'il faisait, pas ce qu'il faisait, mais donc il me raconte, je lui dis mais il y a un comité d'éthique, elle me dit oui, il y en a un, alors je lui dis mais qui c'est, ben, il me dit le chirurgien avec lequel je travaille, alors, et il me dit mais alors j'ai demandé donc il me dit le roboticien me dit moi j'ai dit au chirurgien mais pour faire ça il faut l'avis du comité d'éthique, et le chirurgien lui aurait répondu le comité d'éthique c'est moi. Voilà. Donc en fait il faut savoir que on a en France une éthique pas seulement sur la robotique, sur la génomique aussi extrêmement
extrêmement rigoureuse et extrêmement humaniste, mais qu'elle n'est pas du tout partagée par l'ensemble de la planète. Et un généticien qui intervenait à l'Académie des technologies il y a quelques mois disait que sa fille, qui est donc lui c'est un monsieur d'une soixantaine d'années, voilà, professeur de génétique, et il me disait que sa fille, qui est en dernière année d'études médicales aux États-Unis, elle fait le soir à l'université toujours ouverte des expérimentations que lui n'a pas le droit de faire officiellement dans son laboratoire en France. Voilà. Donc évidemment, vous voyez, c'est impossible de penser à toutes ces choses si on reste du point de vue des règlements qui régissent nos rapports au génome, aux objets, à tout ça. Voilà, donc on vient à la question de l'empathie. Donc vous voyez beaucoup de questions, et si vous n'en avez pas, on va s'avancer sur ce chemin. Oui. Je me demandais si... J'étais interpellée par ce que vous avez dit sur l'apprentissage par le sourire, par exemple, et que celui qui programme ou qui apprend au robot soit considéré comme sa maman. Et je me demandais, est-ce que ça peut être une façon de forcer l'empathie pour le robot, de celui qui doit lui apprendre, le programmer, ou je ne sais pas quel est le bon terme, pour lui faire accepter justement le robot? Oui, vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que sourire à un robot quand il fonctionne bien, c'est une manière de s'adresser à lui comme à un être humain. Donc ça renforce l'attachement des deux côtés. Un renforcement par le sourire renforce plus l'attachement que d'appuyer sur un boîtier. Voilà. Un autre mode de renforcement était de caresser la tête. Vous avez beaucoup de robots qui ont la tête pleine de capteurs, des robots animaliers, mais on caresse la tête et c'est un système de renforcement. Mais effectivement, le sourire renforce chez le renforçateur le lien privilégié au robot. Alors, il faut bien comprendre aussi que tout ça bug. Des fois, je vous racontais chez Hiroshi Ishiguro, c'était drôle parce que donc on voit alors c'est pas des, c'est impressionnant parce que c'est pas des robots complets. Ça. Donc le robot pour lequel il y a un travail sur l'interaction par le sourire, c'est juste une tête en fait. Voilà, c'est pour qu'il apprenne des choses. Et donc la maman du robot lui fait un certain nombre de choses, puis elle lui sourit, puis le robot avait toujours la bouche en bas. Et en fait, donc nous, on était quelques-uns, donc quelques Français, donc on commence à rigoler à ce bout du coup, on dit ça bug, ça marche pas et tout. Et en fait, tout d'un coup, la maman du robot, donc la chercheure qui éduquait le robot, nous a dit ah, mais j'ai compris, c'est parce que l'un d'entre vous est habillé en orange. Et en fait, il y a un conditionnement précédent, dans le cadre expérimental, le robot avait été conditionné à avoir une aversion à l'orange. Et donc elle s'est rappelée, le chercheur s'est rappelé, ah oui mais je me rappelle, dans une expérience précédente, on a conditionné la version de l'orange. Donc comme il y en a un parmi vous qui est en orange, il avait toujours l'air effrayé. Alors personne n'a enlevé son truc orange, et puis ça a pu recommencer. Mais ça c'est vachement intéressant parce que, vous voyez, ça donnerait chez le robot quelque chose, des apprentissages qui pourraient être une sorte d'inconscient. Imaginez que le robot change de propriétaire, voilà, ben, il a des apprentissages précédents qui font que s'il a des aversions, s'il a des préférences, ben, le propriétaire ne le sait pas forcément. Oui. Comment on conditionne, je vois le renforcement positif, mais pour avoir une aversion à la couleur, alors comment je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout sur le plan des algorithmes comment ça fonctionne. Je ne sais pas du tout. Parce que bon, si on comprend bien qu'en caressant la tête ou quand on parle de sourire, enfin bon, ou alors c'est peut-être à l'inverse, par une grimace. Alors c'était par une grimace, c'est Hiroshi Ishiguro, c'était par une grimace. Et le robot l'imite d'ailleurs, le robot, donc c'est un robot, je me demande si j'en ai pas un tout à la fin, je vais voir ça. Non, il n'y est pas. Enfin voilà, j'ai perdu du coup, il faut me le remettre. Je croyais avoir une image du robot, je l'ai sur un autre PowerPoint, mais peu importe, donc vous me le remettez. Voilà, donc j'en étais donc à l'empathie artificielle. Donc pour vous montrer comment l'empathie artificielle fonctionne, je vais vous définir d'abord l'empathie. Donc l'empathie, c'est une capacité très complexe qui fait intervenir... voilà, très bien. Merci. Voilà, c'est une question très complexe, l'empathie, et aujourd'hui on sait qu'elle a plusieurs composantes. Il y a d'abord une composante affective, donc chez l'humain il y a d'abord une composante affective, c'est la capacité
d'identifier les mimiques, la signification des mimiques d'autrui. Je vois que tu es triste, je vois que tu es content, je vois que tu es en colère, voilà. En principe, sauf autisme, voilà, dans l'autisme c'est beaucoup plus compliqué, mais sauf pathologie autistique, en principe c'est vers 1 an, à peu près aux alentours d'1 an. Voilà. Ça c'est l'empathie dite affective, donc, très importante. Hein, voilà. Et donc à partir d'1 an, l'enfant est capable d'identifier la mimique d'autrui sans forcément la partager. Donc les mamans savent ça, avant 1 an on sourit au bébé, le bébé sourit, et on fait la gueule au bébé, le bébé fait la gueule. Après 1 an, on sourit au bébé, il peut faire la gueule. Donc ça c'est tragique pour les mamans. Qu'est-ce que là mon bébé? Voilà, ben, le bébé a découvert qu'il peut avoir une émotion différente de la personne qui est en face de lui, ou au contraire, la maman fait la gueule, le bébé fait le sourire. Voilà. Donc vers 1 an, capacité d'identifier les émotions d'autrui en ne se confondant pas avec autrui. J'ai mes émotions, l'autre a les siennes, mais je sais quelle signification ont ces émotions. Le deuxième étage, c'est à 4 ans et demi, c'est la fameuse théorie de l'esprit, hein, c'est la capacité de pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles l'autre a les émotions qu'il a. Voilà, je vois que tu es content, j'ai appris que tu avais reçu un cadeau, je comprends pourquoi tu es content, parce que tu as reçu un cadeau. Voilà. Et éventuellement, tu as reçu un cadeau, moi, qui ne me plairait pas, mais toi, je sais que ça te plaît. Voilà, tu as reçu un livre, moi, j'ai horreur de lire, mais toi, tu as reçu un livre, je sais que tu aimes lire, donc je vois que tu es content et je comprends pourquoi tu es content. Voilà. Donc ça, c'est l'empathie dite cognitive, hein, voilà, compréhension à partir de 4 ans et demi, théorie de l'esprit. Et vous voyez bien que l'empathie cognitive, déjà, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir quand même un peu des repères, voilà, de l'autre, des repères culturels, comprendre que l'autre est différent de soi, qu'il peut avoir des goûts différents, voilà. Donc déjà, il faut un travail mental pour implémenter cette empathie cognitive. Et la troisième étape, elle arriverait, alors semble-t-il, vers 8-12 ans, entre 8 et 12 ans, moment privilégié pour cette troisième étape de l'empathie, que Martin Hoffman appelle l'empathie mature, hein, et donc ce troisième étage de l'empathie, c'est la capacité de faire des allers-retours entre l'empathie affective et l'empathie cognitive, en ayant la possibilité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre sur une durée très brève. Et ça peut donner, je vois que tu es content, je comprends pourquoi tu es content, et à ta place je serai content aussi, ou bien ça donne, je vois que tu souffres, je comprends pourquoi tu souffres, et à ta place, je souffrirai aussi. Vous voyez bien qu'un bourreau a besoin d'avoir l'empathie affective, je vois que tu souffres, il a besoin d'avoir l'empathie cognitive, je comprends pourquoi tu souffres, mais il ne faut surtout pas qu'il ait l'empathie mature, et à ta place, je souffrirai aussi, parce que sinon, il ne peut plus torturer. Donc, aujourd'hui, toute la difficulté, on n'est pas là pour en parler, mais donc je travaille là-dessus dans le cadre des programme de lutte contre le risque de radicalisation. Toute la difficulté, c'est de faire en sorte que l'empathie mature, hein, avec son double aspect affectif et cognitif, se développe correctement entre 8 et 12 ans. Et pour ça, ben, il faut y travailler, hein, ça ne se développe pas tout seul. Voilà. Développer la curiosité de l'autre, la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre, voilà. Et il semblerait que le théâtre, les arts plastiques, voilà, découvrir les points de vue de différents peintres sur le monde, le goût de la fiction, découvrir les points de vue de différents personnages dans un roman de fiction, tout cela pourrait y aider grandement. En revanche, les jeux vidéo n'y aideraient pas beaucoup, voire pas du tout. Voilà. Donc voilà, comment on pourrait développer cette empathie mature, il y a beaucoup à faire. Toujours est-il que le robot, il va évidemment, dans le meilleur, il va, donc on y travaille, les chercheurs y travaillent, avoir une empathie affective, c'est pouvoir identifier les émotions d'autrui, avoir une empathie cognitive, c'est-à-dire pouvoir comprendre pourquoi l'autre a la tête qu'il a, ou a les émotions qu'il a, mais en revanche, on ne voit vraiment pas pourquoi il aurait besoin de pouvoir se mettre émotionnellement à la place de l'autre, et d'ailleurs, il n'y en a pas, on ne voit pas... dans l'état actuel des travaux, non seulement c'est pas utile, mais en plus c'est pas faisable. Donc en fait, quand on parle d'empathie artificielle, c'est un peu un oxymore, hein, c'est-à-dire les deux mots sont assez contradictoires. C'est une empathie tronquée. Ce qu'on appelle l'empathie artificielle, ce n'est pas une empathie complète qui serait donnée au robot, c'est une empathie réduite aux 2 premiers stades, empathie affective et empathie cognitive, sachant que le plus important chez l'être humain qui introduit à la réciprocité, eh bien évidemment, il ne va pas exister chez le robot. Aucun informaticien n'est fou au point de vouloir faire un robot qui exigerait la réciprocité. Non, les robots, espérons-le, resteront longtemps des machines qui nous obéiront.
et pas des machines auxquelles nous serions amenés à obéir, parce qu'il y aurait un principe de réciprocité. Donc l'empathie artificielle, c'est un oxymore, c'est empathie affective et empathie cognitive, mais surtout pas le troisième stade, qui est le plus important chez l'être humain, qui permet le sens de la justice, le sens de la morale. Voilà, alors cette empathie artificielle, donc réduite à la compréhension affective et à la compréhension cognitive, elle va avoir beaucoup d'avantages. Évidemment, le feedback émotionnel, la confiance qu'on accorde à un robot sont bien plus grands quand on a une relation empathique avec lui. Avec qui apprendriez-vous les langues étrangères? Vous avez deux robots, on apprendra certainement plus facilement avec le robot d'apparence humanoïde. Alors, ça permettra aussi, cette empathie artificielle, que des personnes âgées, notamment, fassent des apprentissages gymniques, voilà, puisqu'on ne peut pas toujours emmener des psychomotriciens régulièrement chez des personnes âgées, donc leurs robots pourront leur montrer différents types d'activités physiques que les personnes âgées pourront répéter, voilà, les robots pourront voir les erreurs de fait, pourront les corriger. Et puis, cette empathie artificielle, elle peut permettre aussi d'accepter d'être aidé par un robot. Là, on ne l'accepterait pas d'un humain, hein, c'est notamment dans les programmes actuellement autour de l'autisme. Alors, soit les robots Nao qui n'ont aucune mimique, mais que les autistes peuvent programmer pour qu'ils parlent à leur place, pour qu'ils agissent à leur place, donc ce qui permet de libérer un certain nombre de représentations chez l'autiste, ou alors des robots avec des mimiques, mais des mimiques stabilisées, ce qui peut permettre à l'autiste d'identifier les mimiques, puis vous savez que les autistes ayant de la peine à identifier les mimiques, il faut que ces mimiques soient stabilisées sur une période de quelques secondes. Or chez l'humain, tout varie tellement vite, mais un robot peut fixer une mimique le temps qu'on veut. Un robot peut avoir une mimique de longue durée. Voilà, donc soit accepter d'être aidé par un robot comme par un humain, soit accepter d'être aidé par un robot, là on ne l'accepterait pas d'un humain. Alors quelles propriétés au comportement peuvent provoquer de l'empathie chez l'utilisateur? Donc pour Hiroshi Ishiguro, c'est une apparence humaine complète. C'est-à-dire que c'est une apparence humaine dans laquelle il y a l'apparence de l'humain, mais il y a aussi toutes les caractéristiques de l'humain, marcher comme un humain. Pour ceux qui ont vu l'Atlas le robot Atlas, Boston Dynamics, eh bien, il a vraiment une marche humaine. C'est renversant, on peut dire sans jeu de mots, il a vraiment une marche humaine incroyable. Avec des pieds petits, des pieds en robot. Des fois on voit des robots avec des grands pieds pour se stabiliser, mais il a des pieds tout petits, le robot Atlas. Allez voir ça sur Internet, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur Internet, il y avait plein d'internautes. Donc, le robot, la démonstration de l'Atlas, donc d'abord on le voit marcher dans la neige, et on a vraiment l'impression d'un trappeur qui essaye de retrouver son équilibre. Et puis après, le même robot, donc on s'est pris d'empathie pour lui, hein, il arrive à tenir droit, vraiment un trappeur dans la neige. Alors, on ne voit pas les humains, on voit que le robot Atlas qui marche dans la tauge. On a vraiment beaucoup d'empathie pour lui. Puis après, on le voit dans un atelier et on lui demande de prendre une caisse. Et au moment où il va la prendre, il y a un examinateur avec un bout de bois qui jette la caisse loin. Alors, on a envie de dire, le pauvre robot, il essaye de rattraper la caisse et ping, c'est sadique, quoi. On ne peut pas s'empêcher de le manger comme ça. Et après, le comble, l'examinateur avec une grande perche, il pousse le robot en arrière. Alors, le robot est tout déséquilibré. Et puis après, il tient sur ses jambes, quoi. C'est formidable. Hein. Et alors après, le robot, il arrive, l'examinateur, enfin le scientifique, arrive avec une grande perche en bois et tend. Il lui donne un grand coup dans le dos pour le faire tomber. Et donc le robot, alors il arrive quand même à se redresser. Et alors c'est intéressant parce que sur Internet, il y a eu plein de commentaires d'internautes qui ont dit, mais enfin, il faudrait quand même pas maltraiter les robots comme ça. Vous voyez, même quand je vous le raconte, on ne peut pas s'en empêcher. Et c'est diabolique, parce que le fait qu'on le voit d'abord marcher dans la neige comme ça, difficilement tout seul, vous voyez, dans un paysage enneigé, voilà, comme si on se promenait soi-même avec des raquettes, et puis on voit régler la chose, voilà. Et tout ça fait qu'on le trouve on a beaucoup de sympathie pour lui, et beaucoup d'empathie parce qu'on lui prête des caractéristiques humaines, et après c'est vrai qu'on supporte mal la scène de maltraitance. Et donc voilà, beaucoup d'internautes ont dit arrêtons de maltraiter les robots, c'est tout à fait intéressant, ce n'est que le début, hein, ce n'est que le début d'un mouvement qui va forcément enfler sur le thème ne maltraitons pas les robots qui nous ressemblent tellement. Alors pour Hiroshi Ishiguro, le robot doit être totalement semblable à un humain,
mais au point même qu'on ne le voit pas dans la foule. C'est pour ça qu'il met des fois des robots, donc il met son clone en fait qui est complet parce que les autres sont réduits à un torse, mais il met son robot à lui, son géminoïde, et il met dans des cafés pour voir comment les gens réagissent autour. Donc il y a des vidéos sur internet. Beaucoup de gens ne semblent pas trop choqués. Enfin, on est au Japon, hein, mais peut-être en France aussi, on dirait tiens, il est un peu bizarre, mais enfin les gens n'ont pas l'idée de penser que ça peut être un robot probablement. Donc voilà. Et donc son idée, c'est que donc le robot de l'avenir serait totalement semblable à un humain, comme dans les films de science-fiction. Hein, voilà. Et que c'est ce qui permettrait qu'il soit totalement accepté par les personnes âgées. Et vous savez que si le programme de robotique s'est tellement développé au Japon, enfin il s'est développé en 2 temps. Dans un premier temps, le Japon, avant la Chine, est devenu l'usine du monde, parce que les coûts de fabrication y étaient bas et il y avait une grande habileté manuelle liée à toute une tradition de fabrication de petits objets au Japon, de petites choses minuscules. Voilà. Donc, pour fabriquer les circuits intégrés, c'était de l'or, le Japon. Il y avait toute une main-d'œuvre féminine qui n'avait pas été tuée à la guerre, alors que les hommes l'avaient été, mais les femmes ne l'avaient pas été. Elle était restée sur l'île. Donc, une main-d'œuvre spécialisée extrêmement performante. Donc, projet d'augmenter la population de travailleurs au Japon pour faire face à la demande américaine, mais même de l'Europe. Et obstacle majeur au Japon, on n'a pas le droit il y a une grosse réticence culturelle à importer de la main-d'œuvre étrangère, contrairement à ce qui se passe dans nos pays occidentaux. Donc du coup, leur idée dans les années 50, créer des robots pour augmenter la population de fabricants. Et puis la Chine monte en puissance, la Chine remplace le Japon comme usine du monde, donc le programme robotique retombe, et puis il revient avec l'idée que la pyramide des âges étant très déséquilibrée, il va falloir trouver des personnes pour s'occuper des vieux, et donc l'idée c'est que les robots ne vont pas augmenter le nombre de travailleurs dans les usines, mais les robots vont remplacer les humains chez les personnes âgées. Et c'est là que se développe la robotique très particulière au Japon, qui est une robotique concentrée, c'est-à-dire une robotique du robot humanoïde, alors que la robotique américaine, bon, malgré les travaux de Google maintenant, traditionnellement, la robotique américaine est plus une robotique distribuée, c'est-à-dire beaucoup d'objets, bourrés de capteurs et bourrés d'informatique. C'est les ROBGs. 50 milliards prévus dans les années qui viennent, et très vite 150 milliards. Et la robotique japonaise, au contraire, est une robotique qu'on dit concentrée, c'est le robot humanoïde qui, chez la personne âgée, est capable de changer une ampoule au plafond, si elle est usée. Pour changer une ampoule au plafond, il faut aller chercher l'escabeau dans le placard, il faut apporter l'escabeau, il faut le déplier, il faut monter dessus, il faut tenir la bonne ampoule par une main, il faut enlever la mauvaise main, et voilà. Donc, robotique dite concentrée au Japon, robot humanoïde, pour que les robots soient capables d'utiliser tout le parc d'objets existants chez les personnes âgées, faire la cuisine avec la vieille cuisinière, broyer les fruits avec le broyeur traditionnel, donc des robots qui soient capables au Japon de faire tout ce que font les humains, y compris conduire la voiture, puisque on est très séduit par le modèle Google Car qui se conduit toute seule, mais sachez qu'au Japon, il y a des vidéos sur internet où on voit le robot ouvrir la porte au monsieur, fermer la porte et prendre la place du conducteur et conduire la voiture. C'est pas du semblant, c'est du vrai. Voilà, donc des robots capables de prendre la place d'un humain dans toutes les situations. Donc le programme d'Hiroshi Ishiguro est dans cette lignée-là d'un robot absolument humanisé de toutes les façons possibles. Alors on sait que c'est pas la seule dimension qui peut favoriser cette relation empathique. Et il y a l'aspect enfantin, SL Pepper, vous voyez, il est là, je crois que plusieurs d'entre vous le connaissent, à côté de son patron, avec la console blanche maintenant. Alors vous avez un autre élément qui paraît très important, c'est la richesse des interactions sensorielles avec le robot. Et notamment, il y a beaucoup de travaux pour les robots sexuels, sur la qualité de la peau, être comblés par les caresses un peu d'enfer, travaux sur la peau des robots, mais vous voyez, donc ici c'est les paros, le fameux paro en fourrure, hein, qui marche remarquablement. Vous avez des vidéos sur internet formidables sur l'efficacité des paros. C'est une magnifique découverte, le paro, c'est formidable. Et beaucoup de personnes âgées, en grande angoisse, sont rassurées quand on leur met un paro dans les bras et angoissées à nouveau quand on leur enlève. Robot formidable, programme minimaliste, mais en fait il ne parle pas, hein, il pousse quelques cris, il répond aux caresses, il bat des yeux. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier non plus les services que va rendre le robot, et plus un robot rendra des services, évidemment, plus on s'attachera à lui. Et un robot,
j'anticipe un peu, mais vous savez sans doute que l'armée américaine s'est alarmée il y a quelques années parce qu'ils se sont aperçus que des soldats traitaient leurs robots démineurs comme un humain. C'est-à-dire que quand le robot démineur était endommagé, le soldat pouvait être déprimé, comme il pourrait l'être si un ami avait été blessé, et même certains soldats présentaient des troubles psychosomatiques correspondant aux régions du robot qui avaient été atteintes. Voilà, le robot avait une chenille qui avait été détruite, il y a des soldats qui avaient des problèmes de jambes. Voilà. Et donc en fait, tout se passait comme s'ils avaient incorporé leur robot à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui affectait l'anatomie du robot, si on peut dire, hein, affectait leur corps de la même manière. Alors évidemment, ces fameux robots démineurs sauvent la vie des militaires, donc ils ont un lien très très fort avec eux, mais en même temps, on peut penser qu'un robot installé chez une personne âgée, qui l'aide à aller aux toilettes, qui lui rappelle de boire quand il y a la canicule, qui lui fait à manger quand elle est trop fatiguée pour faire à manger, un tel robot sauvera la vie de la personne âgée sans arrêt, et donc du coup la personne âgée il sera attaché tout autant qu'un militaire américain à son robot démineur, très vite. Donc les services rendus très vite seront incommensurables pour les personnes âgées. Donc le mode d'attachement, on va en parler après, sera très fort. Alors il y a des dangers de cet attachement. Alors le premier danger, c'est d'oublier que le robot est une machine à simuler. Et je vous en parlais par rapport au robot aspirateur. Les gens très vite vont parler de leur robot. Mon robot a l'air content aujourd'hui, comme les gens le font pour leur chien. Voilà. Sauf que le robot, en plus, s'il a des mimiques, les gens sont encore plus enclins à le penser. Voilà. Avec l'idée, voilà, il a l'air content. Peut-être qu'il est content parce qu'il trouve finalement qu'il est bien à la maison, il est bien chez nous. Hein, voilà, il est bien tombé chez nous. On s'en occupe bien, on est gentil avec lui, donc c'est normal qu'il soit content avec nous. Et puis je suis content qu'il soit content. Hein, ça fait plaisir. Et puis quand il n'est pas content, je suis un peu triste qu'il ne soit pas content. Donc il faut bien comprendre qu'on peut à la fois être persuadé que le robot est une machine et en même temps être convaincu qu'il a des émotions comme un humain. C'est ça et si vous travaillez sur le numérique, même si vous ne travaillez pas sur la robotique, vous savez que la grande nouveauté du numérique, c'est de nous avoir obligés à penser les contraires comme non contradictoires. C'est-à-dire l'être humain peut à la fois être intimement persuadé de deux choses contradictoires en même temps. Voilà. Donc je sais que c'est une machine, mais je suis persuadé qu'il m'aime. Voilà. C'est le titre de mon livre. Le titre de mon livre, Le jour où mon robot m'aimera, le sous-titre, ça serait je serai bien mal parti. Voilà. C'est ça. Et c'est pas très commercial. Le jour où mon robot m'aimera, c'est ça, je serai bien mal parti, parce que je penserai que l'illusion est une réalité. Voilà. Mais forcément, un jour, les gens penseront que leur robot les aime, mais ils auront basculé dans l'illusion. Et il faudra arriver à penser, je pense que mon robot m'aime, mais ça prouve qu'il est vraiment programmé par un bon programmeur. Voilà. Et ça sera la bonne façon de penser les choses, mais il faudra constamment se réinjecter de l'idée qu'il y a du programmeur derrière. Et est-ce que ça tient à leur anthropomorphisme ou pas? Est-ce que ça tient à l'aspect humanoïde, ou si c'était un cube par exemple, on s'y attacherait aussi L'aspect humanoïde ne crée pas la relation empathique avec le robot, ne crée pas les projections anthropomorphes, mais les accentue énormément. Puisque vous savez que la voiture Twingo, il y a des gens qui, l'ancien modèle, le premier modèle de Twingo, il y a des gens qui disaient, je l'aime bien cette voiture, elle ressemble à un petit bébé, elle a des yeux un peu ronds, elle a l'air sympathique comme tout. Et regardez même dans le langage, les arbres là qui ont leurs feuilles, leurs branches qui tombent, on les appelle des saules pleureurs. Donc même dans le langage, on ne peut pas s'empêcher il y a des projections qui sont fossilisées, qui sont gravées dans le marbre du langage, si on peut dire comme les saules pleureurs. Mais de façon générale, l'être humain a toujours une relation. L'être humain n'a dû sa survie qu'au fait de projeter sans arrêt son monde intérieur sur l'environnement. Et notamment avec les animaux. C'est-à-dire qu'un être humain qui était face à un animal, il ne savait pas quelle était l'intention de l'animal à son égard. Est-ce qu'il va être attaqué? Est-ce qu'au contraire l'animal cherche à être son ami? C'est la domestication des premiers chiens.
les loups qui arrivaient près des campements, et les humains, il fallait qu'ils comprennent soit que c'était des animaux qui voulaient profiter de la nourriture des humains, faire ami-ami, soit c'était des animaux qui voulaient attaquer les humains. Donc l'humain devait constamment projeter ses intentions pour essayer de voir dans le regard de l'animal, la manière de marcher de l'animal, s'il était plutôt hostile ou plutôt amical. Donc l'être humain n'a jamais cessé de projeter son monde intérieur dans l'environnement, dans l'environnement animal évidemment, mais aussi l'environnement doué de mouvement, puisque les feuilles d'un arbre, le mouvement d'un arbre, les nuages, qu'est-ce que les nuages nous racontent? Voilà, les nuages deviennent hostiles, noirs et hostiles. Donc l'être humain n'a jamais cessé de projeter son monde intérieur sur son environnement, et donc on a affaire avec les robots à une composante naturelle de l'être humain, mais ce qui change, c'est lorsque le robot devient capable de nous répondre avec des mimiques et avec des émotions, enfin avec des émotions simulées. C'est là où tout change, parce qu'à ce moment-là, il y a une interaction qui s'établit dans la durée. Alors que sinon, les projections sur les nuages, ça ne dure pas très longtemps. Les projections sur les animaux domestiques, il faut qu'ils jouent le jeu, mais ils ne le jouent pas toujours. Les projections sur les robots, ils joueront totalement le jeu parce qu'ils sont programmés pour ça. Et il y a monsieur. Oui, ma question est comment on peut être sûr que cette illusion ne soit pas, ne caractérise aussi l'amour humain. C'est-à-dire que vous vous basez sur un postulat de rupture entre homme et machine qui est ce que nous comprenons en effet parce que c'est comme ça que nous vivons, mais en fait on pourrait aussi avoir une représentation un peu plus complexe, algorithmiquement de l'amour biologique. Puis, Tout à fait, c'est l'autre, alors je pensais en parler après, mais c'est l'autre option, c'est l'option transhumaniste, c'est de dire les robots ne deviendront jamais des hommes pour la bonne raison que les hommes sont déjà des robots. Et c'est une option qui tient, hein, c'est pas idiot, hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une version, si vous voulez, un peu plus soft de cette proposition, c'est de dire on ne craint pas, il ne faut pas craindre que les robots soient des machines à simuler parfaitement, parce que l'être humain est une machine parfaite à simuler. L'être humain est en permanence dans la simulation. Et parce que moi au début je disais à des roboticiens, mais les robots resteront toujours des machines à simuler. Ils levaient les yeux au ciel et ils me disaient, même ceux qui seront, vous croyez que vous n'êtes pas une machine à simuler? Vous croyez? Alors ils me disaient, mais oui, puis votre femme. Alors non, mais ça vous fait rire. Et donc l'idée, alors ça c'est le plus intéressant pour moi, c'est l'idée qu'un certain nombre de concepts qu'on croyait bien assurés, dont on croyait la définition bien assurée, vont complètement changer. Et donc le concept d'intimité évidemment, mais le concept de simulation. Le concept de simulation est un concept, et traditionnellement dans notre culture, un concept qui est plutôt connoté négativement. Un simulé, c'est pas bien, c'est que toutes les armées du monde, pendant très longtemps, ont fait la chasse aux simulateurs. Les hystériques qui étaient stigmatisés sous l'appellation hystérique étaient des hystériques simulatrices, voilà. Donc la simulation dans la culture psychiatrique et la culture populaire et la culture militaire a été stigmatisée tout au long du XXe siècle. Eh bien, avec les informaticiens, la simulation n'est plus une valeur négative, c'est une valeur positive. Mieux vous simulerez, humains et robots, même combat, eh bien mieux vous serez socialisé, mieux vous serez accepté, mieux vous réussirez, avec l'idée en plus, popularisée aujourd'hui par la psychologie positive, que le faire, c'est finalement finir par l'éprouver. C'est la méthode Coué, voilà, que se présenter comme heureux, c'est augmenter ses chances de l'être, se présenter comme réussir, comme réussissant, c'est augmenter ses chances de réussir, voilà. Et donc tout ça n'est pas absurde du tout. Moi je pense que le plus intéressant, ça va être de voir comment la robotique va renverser complètement certaines valeurs, au premier plan desquelles la simulation. J'avais une petite question, c'est par rapport à cette réponse justement du robot humanoïde qui, donc, apparemment, il répondrait exactement ce qu'on veut. Alors c'est très discuté parce que c'est très compliqué parce qu'évidemment les roboticiens sont pas bêtes et quand je parle de risque de robodépendance, il y a des roboticiens qui disent vous avez tout à fait raison, les robots vont
pour être bien acceptés, ils vont répondre positivement, voilà. Mais en même temps, s'ils sont trop positifs, il y a un moment où les gens seront tellement contents d'être avec le robot, comme avec un jeu vidéo, voilà, et ben ils resteront avec. Alors donc, le roboticien, par exemple, me disait, ben, je vais imaginer pour mon robot un programme où si l'humain interagit avec le robot pendant 2 heures, par exemple, ou 3 heures, le robot va dire, ben écoute, maintenant, tu as bien interagi avec moi, c'était un bon moment, mais maintenant, je vais me mettre en veille, et tu vas aller vers des humains, voilà. Alors, pourquoi pas? Un roboticien peut imaginer ça. L'industriel qui fabrique le robot va dire, ce programme-là, on ne le met pas. Voilà. C'est-à-dire que les roboticiens se rendent très bien compte des problèmes, mais les roboticiens fabriquent les robots en étant financés par des industriels qui eux-mêmes ont des actionnaires. Bon, le but des actionnaires, c'est pas de vendre du bon robot, c'est de vendre beaucoup de robots. Voilà. Et donc on le voit bien avec le patron de SoftBank, hein, le patron de SoftBank a axé entièrement la vente de Pepper au Japon sur le fait que Pepper est un agréable compagnon. Voilà. Mais je pense qu'inévitablement on verra se développer avec ces robots des formes de robodépendance. Alors il y a un autre aspect aussi des choses. Je dis aux roboticiens, mais vous savez, il faut que quand nous voyons un robot, nous soyons constamment conscients du fait que ce soit une machine, et donc essayer de mettre une partie du robot transparente pour qu'on voit qu'en fait il est plein de fils, de tuyaux, de machins, de bidules. Voilà. Mais imaginez qu'un fabricant de voitures ait dit dans les années 50, pour éviter que les gens s'attachent trop à leur voiture, on va faire une partie transparente. Aucun industriel n'aurait fait ça, il aurait dit mais vous êtes fous, les gens veulent des carrosseries nickel qui brillent, qu'on puisse astiquer. Même chose avec les robots. Alors les roboticiens disent oui, ça serait pas bête, et puis quand ils en parlent, et puis dans les réunions avec les commerciaux disent non, il faut qu'il soit blanc ou bleuté, voilà, comme Superman, et plutôt étincelant. Et toute la panoplie Aldébaran est blanc ou bleuté, étincelant. Alors que d'ailleurs au début, ils avaient prévu de faire des bras avec des ajourés pour le Roméo. Ils avaient prévu au début donc que tous les câbles qui passent dans les bras et les jambes passent dans du métal ajouré, et donc on voyait dans le premier modèle tout. Puis ils ont mis des plaques. Comme un chevalier, comme l'armure d'un chevalier, ils ont tout recouvert avec des plaques de métal étincelant. Et donc du coup, après, on a un robot qui est un chevalier servant. Parce que, vous voyez, on sait ce qu'il faudrait faire pour éviter les problèmes, mais ça pourrait faire courir le risque d'en vendre moins. Voilà. Ou de les rendre moins, ou de rendre les robots, ou en rappelant leur caractère de machine, rappeler le fait aussi qu'ils peuvent transmettre les données. Alors que s'ils paraissent intègres, enfin, vous avez vu la photo du Roméo, c'est intègre, hein, on a envie de lui faire confiance. Non mais c'est vrai, voilà. Donc ils sont conçus aujourd'hui avec des designers, épilepsie peut-être un peu aussi, pour qu'ils soient faits de telle façon qu'on soit prêt à leur faire confiance en toutes circonstances et oublier tout de suite qu'ils vont constamment capturer nos données personnelles et les transmettre aux fabricants. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment en tant que public, ça j'ai écrit mon bouquin, faire pencher, essayer en tant que public, donc usager possible des robots, donc acheteur possible des robots, faire pencher les choses du bon côté en refusant d'acheter la première génération de robots qui seront les robots les plus putassiers du monde. Ça c'est certain. Oui, justement par rapport à ça, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois dans les interactions humaines, enfin parfois les interactions humaines qui sont les plus intéressantes, c'est l'interaction où la personne en face, on ne va pas avoir un sourire justement, mais on sait très bien qu'il faut qu'on continue. Je sais pas, soit avec un enfant, soit avec un ami, on est en train de lui dire tu bois trop, et nous on sait peut-être jusqu'à quel point il faut qu'on insiste, même si en face on n'a pas ce sourire justement. Oui, alors justement, je disais c'est compliqué parce qu'il y a des travaux actuellement sur les stratégies des robots. Donc on va peut-être... donc je vais vous en parler maintenant, pas la peine de respecter le PowerPoint. Donc sur les stratégies des robots, parce que imaginez un robot qui doit faire prendre ses médicaments à une personne âgée. Le robot va lui dire, ah tu sais, c'est l'heure de prendre tes médicaments. Alors voilà, et puis il va le dire une fois, deux fois, trois fois, et puis
peut-être la personne âgée va dire, écoute, tu m'embêtes, j'en ai marre de ces médicaments, tu sais que j'ai de la peine à les avaler, je ne veux plus en prendre. Et alors il y a des études pour savoir à quel moment le robot va changer de stratégie. Il va dire, écoute, on m'a mis ici pour te surveiller, pour t'aider, je fais mon travail, tu vas prendre tes médicaments. Non, mais il y a des travaux comme ça pour que les robots soient, c'est avec les NAO actuellement, voilà, mais le robot minimum, mais l'idée que les robots vont pouvoir utiliser des stratégies successives, parce qu'un robot peut changer d'intonation, hein, c'est pas un problème, modifier la voix du robot. Et d'ailleurs, ça aussi, les robots, on parle tout de suite de robots humanoïdes, mais ce qui est intéressant aussi, c'est tous les robots qui seront décalés par rapport à l'humain. Par exemple, un corps parfaitement masculin, une voix totalement féminine, un corps parfaitement féminin, une voix totalement masculine. Tout est possible. Un robot animalier, une voix humaine, un robot avec 10 bras, pourquoi pas. Donc je veux dire, les robots humanoïdes sont les robots imaginés par Hiroshi Ishiguro pour les personnes âgées. Mais tous les jeunes, ils n'ont pas envie d'avoir des robots qui ressemblent à leur papa et leur maman. Ils ont envie d'avoir des robots avec 10 bras, 10 jambes, la tête bleue, un robot vampire avec des grandes dents. Donc il y a là tout un marché de la robotique qui sera semblable au robot du jouet, au marché du jouet. Et donc probablement on verra une explosion de robots absolument pas humanoïdes chez les enfants. Et peut-être qu'après, il y aura certains de ces enfants qui vont vieillir en désirant que le robot qui s'occupe d'eux une fois âgé soit un robot pas du tout humanoïde. Mais dans un premier temps, le robot humanoïde est conçu comme le plus rassurant. Mais c'est dans un premier temps. Et les robots, encore une fois, les plus intéressants, y compris dans les probables bordels de robots, seront des robots qui auront beaucoup d'autres caractéristiques que des caractéristiques humaines. Il y a déjà des bordels de poupées au Japon. Donc l'idée de bordel de robots n'est pas une idée de moi. Voilà, pour des gens qui refusent les relations avec des humains et qui ne veulent avoir des relations qu'avec des machines. Le Japon est un... Enfin, si vous avez l'occasion d'y aller, il faut y aller. C'est un pays incroyablement... à condition d'être bien guidé, de pouvoir explorer les trucs un peu... Pas les trucs pour les touristes, les trucs un peu de la vraie culture japonaise. C'est un truc très différent de nous. Voilà. Donc le problème de l'empathie sera risqué d'oublier que c'est une machine à simuler, un char, voilà. Risque d'une empathie excessive, alors risque de la souffrance imaginée au robot. Il y a une petite expérimentation comme ça sur Internet, où vous voyez, il y a un robot Pléo, qui est un modèle très simple, petit robot dinosaure, et donc on voit un chercheur qui cogne comme ça sur la table, et il y a une enquête qui a été faite, et c'est comme avec l'Atlas, quand on le fait tomber, les gens disent, mais arrêtez, vous êtes fous, vous lui faites mal, c'est un robot, enfin il est présenté comme un robot. Donc le risque de souffrir de la souffrance imaginée au robot, empathie excessive, c'est-à-dire, je vous disais, l'empathie se constitue en 3 étapes. Empathie affective, empathie cognitive, empathie complète avec un va-et-vient. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont jamais accédé à l'empathie complète. Ce qui veut dire que quand elles voient quelqu'un souffrir, elles souffrent. Et donc si elles voient un robot souffrir, elles souffrent. Alors à partir de là, vous avez Kate Darling qui a dit, donc au MIT, mais elle n'est pas toute seule, qui a dit, mais il faut édicter des lois contre la maltraitance des robots. Il faut interdire dès maintenant la maltraitance des robots. L'idée de Kate Darling n'étant pas que les robots puissent souffrir, mais que les gens qui voient souffrir les robots puissent souffrir de la souffrance qu'ils imaginent les robots. Chose à laquelle je suis évidemment absolument hostile, parce que ça veut dire que des parents qui achètent un petit robot à leur enfant pourraient dire à leur enfant qu'il ne faut pas le maltraiter, il ne faut pas vouloir le couper un bras pour voir ce qu'il y a dedans, parce que ça serait maltraitance au robot, et que les gendarmes pourraient venir et le mettre en prison, parce qu'il y a des lois qui interdisent la maltraitance des robots. S'il y avait des lois qui interdisaient la maltraitance des robots, il ne pourrait y avoir plus aucune éducation au fait que le robot soit des machines. Puisqu'on ne peut faire une éducation au fait que les robots soient des machines que si on peut les démonter. On ne va pas les anesthésier quand même avant de les démonter. Mais Kate Darling est quelqu'un qui a pignon sur rue aux États-Unis et qui plaide beaucoup là-dessus. En France, c'est Ben Soussan qui plaide pour les droits des robots, et parmi les droits des robots, le premier pour lui aussi, ce serait le droit de ne pas être maltraité, ce qui serait une catastrophe absolue. Donc vous voyez, il y a des chantiers tout à fait actuels autour de tout ça. Risque de susciter un attachement excessif, on l'a dit, le fait que certains soldats risquent leur vie pour leur robot, alors que le robot il est fabriqué en série, il ne coûte pas cher, un soldat ça coûte cher, donc les soldats risquent leur vie pour leur robot, c'est un gros problème. Et de la même manière, on peut imaginer des personnes âgées risquant leur vie pour leur robot. Si le robot tout d'un coup titube un peu dans la cuisine, une personne âgée peut se précipiter pour essayer d'éviter qu'il tombe sans se rendre compte qu'elle peut tomber et se faire mal. Voilà.
donc risque d'attachement excessif, oublier la connexion Internet, voilà, permanence des robots, le risque de la manipulation. Il y a des travaux très intéressants sur la voix et surtout la mimique à donner à un robot pour qu'il soit un robot confident ou un robot patron. Donc on sait que une certaine manière de parler du robot va susciter des confidences, et une certaine manière de parler du robot, une certaine apparence du robot va lui donner de l'autorité. Par exemple, je crois que c'est un menton, un grand menton, je crois, doit donner plus d'autorité. Donc des travaux sur l'apparence du robot. Alors actuellement, ça ne se fait pas avec des robots encore. Là, vous avez une image de robot, mais les principaux travaux là-dessus se font avec des avatars sur un écran. C'est-à-dire, on donne à un avatar sur un écran une certaine qualité de voix et une certaine apparence, et cet avatar demande des choses et on voit si les personnes qui sont devant l'écran les font ou pas. Et donc il a été montré que certains robots peuvent être calibrés pour obtenir beaucoup plus d'informations de la part d'un humain que ce qu'un humain en obtiendrait, parce que le robot, n'ayant pas d'amour propre, pas de préoccupation de lui-même, il ne bâille jamais, même quand il s'ennuie, voilà. Donc le robot est capable de maintenir une conversation sur la longue durée, qui permet d'obtenir énormément d'informations, énormément de confidence, donc s'il a une certaine conformité, une certaine intonation, etc. Et parallèlement des programmes sur l'autorité des robots. Donc on pourra avoir des robots en effet taillés sur mesure pour dire ce qu'il faut faire, et des robots taillés sur mesure pour recueillir nos confidences. Donc risque de manipulation énorme, évidemment. Remplacer l'humain dans des relations affectives. Alors je vous ai mis le robot avec un cœur parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas qu'un problème de personne, c'est aussi un problème de campagne publicitaire, et je lutte contre les campagnes publicitaires mensongères. La dernière en date étant celle de SoftBank pour Pepper, puisque le patron Pepper a dit avec le Pepper, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous vous offrons un robot qui a du cœur. Et d'ailleurs, il y a un programme européen de robots, de robotique, porte un nom qui inclut le mot emotional robot, les émo-robots, les robots émotionnels. C'est un mensonge, le robot n'aura jamais aucune émotion, il les simulera. Mais vous voyez, il y a déjà la tentation d'un certain nombre de fabricants pour vendre du robot, de fabriquer du robot en disant votre robot aura des émotions. Et je suis d'ailleurs scandalisé qu'il n'y ait pas eu une pétition des informaticiens. Quand le patron de SoftBank a dit nous vendons du robot qui a du cœur, je suis scandalisé qu'il n'y ait pas eu une pétition des informaticiens pour protester et pour dire c'est un mensonge commercial. Donc les informaticiens là ont failli à leur mission. Ils savent que c'est un mensonge commercial. Ils devaient dire que c'est un mensonge commercial. Ils sont les mieux placés pour le faire. Voilà. Et s'ils ne le font pas, ben, des gens comme moi, comme vous, voilà, il faut le faire. Mais les roboticiens étaient quand même les mieux placés. Parce qu'ils le savent. Mais ils acceptent que les industriels qui les financent mettent du poison dans l'oreille des utilisateurs. C'est un vrai problème. Modifier les relations entre les humains, le projet transhumaniste, évidemment. Mais vous avez aussi le risque que je vous évoquais tout à l'heure, le fait qu'on attend des humains la même capacité d'être toujours enjoué, toujours d'accord, toujours entreprenant, voilà, toujours au top, quoi. Voilà, toujours au top. Et ce qui correspond d'ailleurs à un modèle japonais, puisque j'étais dans un colloque au Japon et il y avait un des orateurs qui n'était pas là. Alors le président de la table ronde s'impatiente, mais pourquoi il n'est pas là? Et quelqu'un vient lui dire, mais il ne peut pas être là, il est malade aujourd'hui. Et alors le patron de la table ronde a dit, mais il est malade, mais la maladie c'est une affaire privée, on est dans un lieu public ici. Voilà, c'est un monde différent. Donc le robot, lui... Allez-y, on va peut-être conclure pour essayer de garder peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Alors donc le robot, lui, sera toujours plus haut, donc le risque, le téléphone mobile nous a rendu, encore une demi-heure, le téléphone mobile nous a rendu moins tolérant à l'attente, hein, voilà, Amazon encore plus, et on peut penser que le robot nous rendrait moins tolérants à la diversité humaine. Alors, il y a beaucoup d'autres questions, les robots militaires, les robots en essaim, etc. Comment se protéger des dangers de l'invective? Donc quelques mots, donc les robots militaires on zappe, les robots civils, voilà, les protections, voilà, je termine là-dessus, il faut quand même en parler. Je vous laisserai le PowerPoint. Les mesures législatives, protéger la vie privée, encourager l'open source, voilà, la question de la...
j'ai mis un point d'interrogation sur la maltraitance. Je vous ai mis en fait les questions qui sont débattues aujourd'hui par la communauté internationale. L'interdiction des robots sexuels, je vous l'ai mis, est-ce possible? Voilà. Privilégier les programmes qui encouragent la socialisation, ça oui, hein, absolument, il faut absolument. Donc des mesures éducatives, hein, et j'étais hier au Sénat avec la vice-présidente du Sénat là-dessus, pour développer, donc elle a été chargée par Emmanuel Valls d'une mission sur le temps scolaire, l'importance de faire fabriquer des robots aux enfants, de leur apprendre le codage, la programmation, pour fabriquer une génération de gens qui considèrent les robots comme des machines qu'on bricole, qu'on démonte éventuellement avec un tournevis ou qu'on décode des codes, voilà. Mais aussi évidemment que les fabricants jouent le jeu, c'est-à-dire que les fabricants ne fabriquent pas des robots comme nos téléphones mobiles aujourd'hui, quand on les achète chez Apple, qui sont des verrouillés de tous les côtés, auxquels on ne peut rien changer, si ce n'est acheter des applis fabriqués par eux-mêmes. Voilà, donc des mesures législatives, des mesures éducatives, voilà. Et donc le problème aujourd'hui des robots, c'est pas ce qu'on peut en faire, c'est ce qu'on veut en faire.